On connaît tous, plus ou moins, le mythe de la tour de Babel. Des hommes qui parlent tous la même langue se mettent en tête de construire une tour qui monterait jusqu'au ciel. Et pour les punir de cet orgueil, Dieu va brouiller leur langage et d'un coup, ils ne se comprennent plus. Eh bien, cette histoire, elle illustre à la perfection le paradoxe incroyable du langage. C'est notre plus bel outil pour créer du lien et en même temps, ça peut être la source de nos divisions les plus profondes. Du coup, la question qui va nous accompagner tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Le langage, au fond, est-ce que ça nous unit ou est-ce que ça nous sépare? On va voir que les philosophes, depuis très longtemps, se sont vraiment penchés sur cette double facette des mots, et c'est une interrogation qui est essentielle pour se comprendre soi-même et pour comprendre notre relation aux autres. Bon, commençons par le commencement. La toute première question qu'on doit se poser, c'est de savoir si le langage est vraiment ce qui nous définit en tant qu'être humain. Est-ce que c'est ça la véritable frontière qui nous distinguerait des animaux? Alors pour y voir plus clair, on a besoin d'une distinction cruciale. C'est celle que propose le linguiste Émile Benveniste entre le signal et le symbole. Pensez-y une seconde. Un cri de douleur, c'est un signal. C'est une réaction directe, physique. Par contre, le mot douleur, c'est un symbole. Il n'y a aucun lien naturel, évident, entre les lettres D, O, U, L, U, R et la sensation elle-même. C'est une convention, on a dû l'apprendre. Et ça change absolument tout. L'animal, lui, il est dans l'immédiat. Il réagit à des signaux liés à ses besoins. Nous, les humains, on navigue dans un monde de symboles. Et c'est justement cette capacité qui nous ouvre les portes de la pensée abstraite. On peut parler du passé, de l'avenir, de ce qui n'existe pas, on peut inventer. C'est tout un univers de sens qui s'ouvre à nous. Cette idée d'un langage qui serait une sorte de prolongement de la nature, elle n'est pas nouvelle. Déjà, dans l'Antiquité, le philosophe Lucrèce défendait cette vision. Pour lui, le langage n'a rien de divin ou de magique. C'est une évolution naturelle, une version un peu plus sophistiquée des cris des animaux, qui est apparue parce qu'on en avait besoin pour survivre et communiquer. C'est ce qu'on appelle une thèse naturaliste. Et puis, à l'opposé total, on trouve la pensée de Descartes. Pour lui, la question n'est pas de savoir si les animaux ont les bons organes pour parler. Le point crucial, c'est la pensée. Le langage, c'est la preuve visible qu'il y a une conscience, une âme qui pense à l'intérieur. Les animaux, qu'il voyait un peu comme des machines, sont pour lui dépourvus de pensée et donc de vrai langage. La parole devient le signe exclusif de l'humanité. Très bien. Mais si on suit la logique de Descartes et qu'on accepte ce lien très fort entre le langage et la pensée, ça soulève une autre question qui est absolument vertigineuse. On compte près de 7000 langues parlées dans le monde. Est-ce que ça signifie qu'il existe 7000 manières différentes de penser et peut-être même 7000 réalités différentes? La philosophe Hannah Arendt dit que cette diversité devrait nous provoquer une saine inquiétude. Pourquoi saine? Parce qu'elle nous empêche de croire que notre propre langue serait le reflet parfait et unique de la réalité. Ça nous rappelle que chaque langue n'est finalement qu'une perspective sur le monde, une façon parmi d'autres de le découper et de l'interpréter. Et regardez ces exemples, c'est fascinant. L'esprit de l'escalier, ce sentiment tellement français de trouver la bonne réplique, mais trop tard. Ou le Fernweh en allemand, cette sorte de nostalgie pour des endroits où on n'est jamais allé. Ces mots, souvent intraduisibles, montrent bien comment chaque langue sculpte la réalité à sa manière. Notre monde est en quelque sorte modelé par les mots qu'on a à notre disposition. Et si on pousse le raisonnement encore plus loin, si les mots façonnent notre réalité, alors celui qui contrôle les mots, il a un pouvoir immense sur cette réalité. Et là, on entre de plein pied dans la dimension politique du langage. Est-ce que c'est un instrument de libération ou au contraire un outil de domination? Du côté de la libération, on a la pensée de John Stuart Mill. Il donne 4 arguments extrêmement forts en faveur de la liberté d'expression totale. Pour lui, la seule façon d'approcher la vérité, c'est de laisser toutes les idées s'affronter, même celles qui nous dérangent le plus. Censurer une opinion, c'est non seulement se croire infaillible, mais c'est aussi affaiblir la société tout entière en la privant d'un débat vital. Mais le langage peut aussi être l'arme inverse. C'est tout le projet terrifiant de la novlangue imaginé par George Orwell. L'objectif de ce langage totalitaire, ce n'est pas seulement d'empêcher les gens de dire certaines choses, c'est de rendre carrément impossible le fait de les penser. En appauvrissant le vocabulaire, en supprimant les nuances, le but est de tuer dans l'œuf ce qu'Orwell appelle le crime par la pensée. Tout cela nous amène à une distinction politique qui est absolument essentielle, la différence entre persuader et convaincre. Quand on cherche à persuader, on vise les émotions, les sentiments pour emporter l'adhésion. Quand on veut convaincre, on s'adresse à la raison avec des arguments logiques. Eh bien, la novlangue, comme toutes les formes de propagande, c'est une machine à persuader dont le but est précisément de contourner l'esprit critique. Alors, au terme de ce parcours, que peut-on dire?
On voit bien que le langage est un phénomène d'une complexité folle. C'est quelque chose de puissant, de profondément humain, qui touche à la fois à ce que nous sommes, à notre façon de voir le monde, et à la manière dont nous vivons ensemble. S'il y a une chose à retenir, c'est que le langage n'est jamais neutre, jamais un innocent. Il est ce qui nous définit en tant qu'être pensant, il construit la réalité dans laquelle on vit et il est en permanence un enjeu de pouvoir, un champ de bataille. Chaque mot qu'on choisit de dire ou de ne pas dire porte avec lui toute une vision du monde. Et je voudrais terminer avec une question ouverte, une question qui nous concerne tous, ici et maintenant. À notre époque, avec l'intelligence artificielle, les algorithmes des réseaux sociaux qui choisissent les mots que l'on voit, comment notre langage est-il en train d'évoluer? Et surtout, comment est-ce que ça, c'est en train de nous transformer, nous? La question est posée et la conversation, elle, est loin d'être terminée.